On est passé, en l'espace de quelques années, d'une IA qui arrive à potentiellement reproduire des choses qu'un œil de médecin peut faire, à une IA qui maintenant arrive à potentiellement aller plus loin que ce que l'œil du médecin peut faire. Donc à partir des mêmes images, on arrive à tirer plus d'informations, à avoir plus d'informations pronostiques. C'est en train de tout changer parce qu'on est en train de repenser finalement tout le système de génération des données pour être lu non seulement que par un médecin, mais aussi potentiellement par une IA. Bienvenue, je suis Laurent-Nicolas Guénoc du cabinet Convertéo. Je suis Marjorie Paillon. Et vous allez écouter Changement d'époque en cours, le podcast de l'IA. Changement d'époque en cours. Épisode 7. L'IA et la santé. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue ici pour ce nouvel épisode de Changement d'époque en cours. Je suis Marjorie Paillon et je suis aux côtés de Laurent-Nicolas Guénoc. Hello à toi. Bonjour Marjorie. Rien ne sert de guérir, il faut partir à point. Quand l'intelligence artificielle devient le stéthoscope des médecins, prévenir vaut littéralement mieux que guérir. De la détection de cellules cancéreuses à la prédiction du développement de tumeurs, de l'aide au diagnostic à la mise au point du traitement le plus efficace, l'IA booste la lutte contre les cancers, mais vers quelle déontologie nous amène-t-elle et peut-elle faire bouger les lignes de la relation entre patients et praticiens ? Faudra-t-il demain signer un serment d'Hippocrate ? Pour en parler avec nous, en studio, une ingénieure en biologie biberonnée à la data qui a fait ses classes au MIT et à l'Institut Curie, Maryam Seffa, CDO chez Hawking. Alors, Maryam, je crois qu'on dit CDO, pas comme Chief Data Officer, mais comme Chief Diagnostic Officer, directrice de l'activité diagnostique de Hawking. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Maryam. On est ravis de vous avoir. Le sujet semble vraiment au cœur de l'actualité. Quand on lit la presse technologique, on a le sentiment qu'avec les progrès de l'IA, on se trouve à une sorte de tournant, j'irais presque jusqu'à dire dans l'histoire récente de la médecine. D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2024, on est à un moment où il y a tant d'espoir, tant d'attentes autour de ces technologies ? Est-ce que vous partagez cet engouement ? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans l'IA et la santé ? Alors oui, je partage complètement cet engouement. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Alors, je pense pour expliquer un petit peu pourquoi maintenant cet engouement, en fait, il y a deux choses qui se sont passées en parallèle. Donc, d'une part, les technologies d'IA qui se sont développées et qui ont atteint des capacités qu'on n'avait pas il y a 15 ans. Les premiers cas d'usage auxquels ces technologies d'IA ont été appliquées, c'était tout ce qui était fait par les Google, Facebook, qu'on connaît avec tout ce qui est reconnaissance d'images, maintenant un peu plus tout ce qui est LLM et des choses comme ça. En parallèle de ça, sur tout ce qui est santé, ce qui s'est passé, c'est que on a eu plusieurs choses en parallèle. D'une part, la digitalisation de beaucoup de données de santé par les systèmes effecteurs de soins. Donc ça a rendu accessible en fait tout un tas de données qui jusque-là étaient vraiment en format analogique, donc absolument pas analysables par des solutions d'IA. Et d'autre part, on a aussi depuis, je dirais là pour le coup une vingtaine d'années, tout ce qui est technologie de séquençage, donc transcriptomique, génomique, etc., qui ont permis de générer sur des tissus biologiques des quantités de données auxquelles on n'avait pas accès avant. Donc sur un même patient, on a à la fois ces données de suivi clinique qui ont été digitalisées, ces données de radiologie, ces données maintenant d'anatomopathologie, et aussi en parallèle de ça, à une échelle moléculaire, depuis plusieurs années, on a la possibilité de vraiment séquencer ces patients. Donc vraiment, à toutes les échelles d'information, on a vraiment une explosion de la quantité de données disponibles pour un patient, et en plus de ça, de l'autre côté technologie d'IA, on a eu vraiment plein de nouvelles avancées, et du coup, les deux ensemble font qu'on a des chantiers de choses à explorer et d'innovations à pousser. Qu'est-ce qui est allé le plus vite ? Est-ce que les deux évolutions que vous décrivez sont arrivées à peu près en parallèle ? Ou est-ce qu'on a d'abord connu une explosion de la numérisation des données sans avoir la capacité de les traiter ? Comment ces deux jambes sur lesquelles repose aujourd'hui l'état des avancées scientifiques ont évolué d'après vous ? Je dirais à peu près en même temps, peut-être un petit peu avant tout ce qui était, par exemple, séquençage de données.
Donc sur tout ce qui est IA, en fait, c'est vraiment depuis je dirais une dizaine d'années, tout ce qui a à voir avec le traitement de données non structurées. Donc tout ce qui est images, texte, ça c'est vraiment très récent. Les améliorations des capacités de l'IA sur ces cas d'usage sont plus récentes. Et donc ça, je dirais, ça a été un peu la vague 2 des progrès en compréhension des maladies liées à la data. Les progrès de la vision assistée par ordinateur, la computer vision, c'est un des domaines dans lesquels on a, vu de l'extérieur, quand on n'est pas un spécialiste du sujet, on a le sentiment qu'il y a eu des avancées les plus fantastiques, notamment dans l'aide au diagnostic, la lecture d'images médicales, de scanners, de radios, d'échographies. On en est où là-dedans? C'est peut-être un des sujets presque les plus faciles pour commencer un peu à rentrer dans ce que permet aujourd'hui l'IA dans la santé. Oui, alors c'est aussi le sujet sur lequel je travaille au KIN, donc c'est pratique. Donc en gros, on est passé en l'espace de quelques années de une IA qui arrive à potentiellement reproduire des choses qu'un œil de médecin peut faire à une IA qui maintenant arrive à potentiellement aller plus loin que ce que l'œil du médecin peut faire. Donc à partir des mêmes images, on arrive à tirer plus d'informations, avoir plus d'informations pronostiques, par exemple mieux prédire la potentielle réponse à un traitement à partir des données d'imagerie d'un patient, prédire le risque de rechute d'un patient, prédire tout un tas de choses. Et du coup, d'un point de vue technologie d'imagerie et technologie de coloration des images et de préparation de ces images, c'est en train de tout changer parce qu'on est en train de repenser finalement tout le système de génération des données pour être lu non seulement que par un médecin, mais aussi potentiellement par une IA. Et on le disait, la chef du diagnostic, c'est vous, Myriam. L'OMS estime que 50% des cancers pourraient être évités grâce à un meilleur dépistage et une meilleure prévention. Ça veut dire que quoi? Grâce à l'IA, le cancer, ça ne va plus être une fatalité demain. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, au fil des années, le nombre de cancers a augmenté. Donc ça, c'est un défi en termes de prévention, de vraiment limiter le nombre de cancers. Et d'autre part, en effet, un cancer, plus on le diagnostique tôt, plus il est pris en charge tôt, plus les probabilités d'avoir un pronostic favorable. Donc, en effet, il y a de gros enjeux à dépister rapidement les cancers. Donc, ça passe par déjà une organisation des systèmes de soins, pas que par l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle peut contribuer à ça, notamment dans un cadre de compréhension des maladies, par exemple dans le cas du cancer, qui se complexifie. C'est-à-dire qu'on regarde de plus en plus de biomarqueurs sur les différents patients. Les patients sont stratifiés et analysés de plus en plus avant de décider quel est le traitement approprié. Et donc, ça crée une pression sur le système de soins assez considérable où, avant même de commencer à prendre en charge le patient, il y a plusieurs choses qu'on doit mesurer, analyser pour comprendre vraiment dans quelle catégorie se place le patient et quelle est la meilleure prise en charge pour ce patient. Et donc, de ce point de vue-là, l'IA peut vraiment aider à fluidifier et à accélérer toute cette mise en place de, finalement, diagnostic du patient. Myriam, j'aimerais juste qu'on revienne un tout petit peu en amont de la chaîne de valeur, parce que vous avez évoqué des choses qui sont super intéressantes. La vision assistée par ordinateur, la computer vision, les systèmes d'IA qui permettent d'aider au diagnostic, à l'amélioration de la lecture de l'imagerie médicale. Moi, j'ai envie de rentrer un tout petit peu dans le détail technique. Ça se situe, cette couche d'IA aujourd'hui, à quel endroit ? Je m'explique. Est-ce que les capteurs, par exemple, d'imagerie médicale ont changé? Est-ce que le matériel, le hardware médical a changé dans les laboratoires? Ou est-ce que c'est une fois que l'image est captée que l'IA intervient pour traiter l'image et apporter une lecture plus précise? Est-ce que c'est les deux en même temps? Dans les outils dont disposent les médecins aujourd'hui, l'IA, elle est où? C'est une très bonne question. Donc, en gros, aujourd'hui, l'IA, elle est en aval. C'est-à-dire que les données sont digitalisées et, par exemple, les solutions qu'on développe à Hawkin ou plein d'autres entreprises qui développent des solutions IA extraient ensuite ces données-là et les processent grâce à l'intelligence artificielle pour ensuite rendre une information, par exemple, aide au diagnostic, aux médecins.
là où la question est super pertinente, c'est qu'en fait, ces systèmes de digitalisation et de prise en charge des données qui existent aujourd'hui n'ont pas été pensés pour des applications IA. Donc, en gros, aujourd'hui, il y a beaucoup de bricoles d'ingénierie pour réussir à extraire les données, les processer et les renvoyer au médecin. Par exemple, dans le cadre de ce qu'on développe à Hawkin en pathologie numérique, en fonction du scanner qui a digitalisé l'image, ou même en fonction du système de gestion d'image qui est en place, nous, de notre côté, on va récupérer des formats d'images qui sont différents. Donc, ça va demander beaucoup de couches supplémentaires d'ingénierie pour s'assurer que quel que soit le laboratoire, quelle que soit finalement la manière dont l'image a été générée, le résultat renvoyé au médecin est exactement le même. Et donc, forcément, toutes ces innovations en IA créent de la pression au système justement de digitalisation et aux systèmes d'information qui sont disponibles dans les hôpitaux pour que les données soient plus standardisées, qu'elles soient plus interopérables. On a de plus en plus des cas d'usage d'IA qui utilisent non pas seulement une modalité, donc par exemple la radiologie ou la pathologie, mais qui croisent plusieurs modalités. Donc on va vouloir regarder et la radiologie, et la génétique, et la pathologie, et des données cliniques. Et pour ça, on a besoin d'avoir des systèmes d'information qu'on peut facilement relier, ce qui n'est pas exactement le cas aujourd'hui. Donc disons qu'aujourd'hui, l'IA se place a posteriori, mais le fait que cette IA devient de plus en plus présente crée finalement des besoins de l'autre côté sur la manière dont ces données sont générées. Ça veut dire quoi, Myriam, que vous êtes un peu des chirurgiens finalement de la donnée ? Alors je dirais des plombiers, des bricoleurs de la donnée. Aujourd'hui, donc quand on parle d'IA, on parle justement de tout ce qui est technologie de data science, c'est un peu la partie brillante et jolie de ce qu'on fait, mais c'est vraiment une toute petite partie du travail qu'on fait. Une grosse partie du travail de la donnée en santé aujourd'hui, c'est vraiment de tout ce qui est data engineering et data processing, donc vraiment prendre la donnée, la nettoyer, la rendre interopérable, justement la travailler a posteriori pour qu'elle soit facilement analysable par des data scientists. Et ça représente vraiment une grosse partie du travail. Et ensuite, en aval, il faut vraiment s'assurer que les outils qu'on développe sont robustes et sont déployables et utilisables de manière stable dans tous les cadres de santé qui existent. Mais est-ce que nous, patients et patientes, on peut aussi être une aide concrètement à la fois pour les praticiens et pour les chercheurs et chercheuses comme vous en IA en santé pour essayer d'affiner ces données? Concrètement, quand on me propose aujourd'hui en tant que patient de mettre à jour mon dossier médical personnalisé, c'est de la data qui va être exploitable pour vous? Alors c'est une très bonne question. En gros, aujourd'hui, dans le cadre européen, la donnée de santé n'appartient à personne. Donc, moi-même, je ne suis pas libre de dire je vends ma donnée de santé à une entreprise privée ou sur Internet à qui veut bien l'analyser. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'a pas de propriétaire, alors même que c'est des données qui ont été générées sur des patients. Donc en gros, il y a plusieurs parties prenantes finalement dans cette donnée de santé. Il y a le patient avant tout dont il s'agit des données. Il y a le médecin et le système de santé qui a collecté ces données. Donc, par exemple, le technicien qui a fait passer la radio, le radiologue qui a interprété la radio, la sécurité sociale qui a payé le médecin, qui a payé le technicien, qui a payé l'appareil, potentiellement des mutuelles qui ont payé aussi une partie de ça, cette sécurité sociale qui est elle-même financée par le contribuable. Donc, en quelque sorte, pratiquement tous les membres de la société ont un rôle dans la création de cette donnée et ont un rôle à jouer dans finalement le devenir de cette donnée. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on est un petit peu quand même dans le flou artistique sur qui a la gouvernance de cette donnée. Parce que si elle n'a pas de propriétaire, elle est quand même gérée par certaines personnes, son accès est protégé par certaines institutions, et donc ça pose énormément de questions sur comment on peut fluidifier l'accès à ces données, avec quelles règles, avec quelle gouvernance, et qui sont finalement les décideurs dans l'exploitation de ces données de santé. Et on le voit justement avec vous, hein, la data en santé, c'est littéralement de la nitroglycérine. En fonction de la régulation qui la paramètre, on va pouvoir ou pas l'appliquer à un champ de recherche donné. Anne Bouvreau et Philippe Aguillon ont publié cette année un rapport très intéressant, IA, notre ambition pour la France, et ils proposaient d'ouvrir les données de santé pour pouvoir favoriser la recherche. Vous dites quoi? C'est bon signe?
Oui, je pense. Ça, c'est vraiment à titre personnel. Je pense qu'il y a beaucoup plus de risques à ne pas faire et à ne pas travailler cette donnée que de risques à la travailler. Donc, bien sûr, et c'est là-dessus qu'on focalise beaucoup sur les risques de sécurité des données, les risques d'utilisation de ces informations à mauvais escient. Toutefois, je pense que le risque de, par exemple, d'un cancer pour une personne donnée est beaucoup plus élevé. Et ça, c'est souvent, je pense, un peu sous-estimé dans l'évaluation, surtout en France, de ce qu'on veut faire avec les données. Donc moi, je suis vraiment pour dire il faut mettre en place des systèmes pour que les données soient plus facilement accessibles par plus de parties prenantes pour travailler des projets de recherche sur ces données de santé. Parce que dans les faits, en fait, il y a beaucoup plus d'acteurs qui cherchent à faire le bien avec ces données que l'inverse. Je voudrais qu'on aborde un autre pan des usages qui se font au jour aujourd'hui. On a parlé de l'aide au diagnostic et on semble voir aussi pas mal d'engouement dans la découverte de nouveaux traitements. Les IA, et notamment les IA génératives, permettent de déployer de la puissance de calcul pour essayer de trouver de nouvelles molécules, de favoriser ce type de découverte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y a déjà eu récemment des découvertes importantes, des traitements qui ont progressé grâce à l'IA? On en est où sur cette promesse-là? Alors, en fait, donc pour replacer le contexte, le problème que toutes ces initiatives cherchent à résoudre, c'est le fait que de plus en plus, le coût de développement d'un médicament est très élevé et augmente avec le temps. C'est-à-dire que autant il y a 30 ans, on pouvait dire développer un nouveau médicament, ça a coûté de l'ordre de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, on est de l'ordre de plus de 1 milliard d'euros. Pourquoi ça coûte autant? C'est parce que, en fait, le taux d'échec est très élevé. C'est-à-dire que, en fait, il y a une chaîne de valeur dans le développement du médicament depuis finalement la découverte d'une cible thérapeutique jusqu'à la mise sur le marché d'un médicament avec, par exemple, des phases de recherche préclinique sur des modèles animaux et ensuite des phases de recherche clinique, phase 1, phase 2, phase 3, où on teste le médicament sur de plus en plus de patients. Et en fait, plus on avance dans cette chaîne de valeur, plus la probabilité d'échec est élevée et plus le coût des études est élevé. Donc, à la fin de la chaîne de valeur du médicament, on parle de paris très, 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 très gros sur une potentielle molécule. On l'a vu, par exemple, pour des entreprises de médicaments cotés en bourse, l'échec d'une phase d'essai clinique va faire vraiment chuter, varier le cours en bourse de l'entreprise parce que c'est vraiment des gros investissements, des gros programmes de R&D qui sont mis derrière ces programmes. Et aujourd'hui, vraiment, le taux d'échec est très élevé. Donc, l'IA, dans cette histoire-là, peut intervenir à vraiment toutes les étapes de la chaîne de valeur. Il n'y a pas qu'un seul cas d'usage. C'est vraiment tout le long que l'IA peut aider à optimiser et tenter de réduire le taux d'échec de chaque phase. Ça veut dire quoi concrètement? Que quelque part, des startups, scale-up même comme Okin, peuvent travailler avec des grands groupes pharmaceutiques et faire de la R&D externalisée grâce à l'IA? Exactement. Donc, par exemple, Okin, on a un partenariat avec Sanofi dans ce cadre-là. Donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler avec finalement les acteurs historiques de ce domaine-là, comprendre comment chaque phase de développement est réalisée et voir vraiment comment est-ce que, par exemple, une approche drivée par la donnée et par l'intelligence artificielle peut aider à optimiser et à réduire la probabilité d'échec de chaque étape. Donc, par exemple, pour un essai clinique, peut-être quelque chose de plus facile à expliquer, un des enjeux, c'est de trouver les patients à recruter pour un essai clinique. Donc, par exemple, je suis une entreprise pharmaceutique et j'ai une nouvelle molécule et je veux recruter 500 patients pour tester mon outil. En fait, pour trouver ces 500 patients vont avoir des caractéristiques spécifiques. Je cherche un patient avec des cheveux marrons, telle taille, tel âge, et qui a telle et telle maladie, parce que c'est pour ces patients-là que je pense que mon médicament va marcher. Et ben en fait, rien que ça, c'est extrêmement coûteux et opérationnellement, c'est assez difficile à réaliser. Et donc, en fait, l'intelligence artificielle peut aider, par exemple, dans les systèmes hospitaliers, à screener tous les patients qui arrivent pour détecter ceux qui sont éligibles pour un essai clinique en particulier. Donc, vraiment orienter autant que possible et le plus rapidement possible les patients aux bons traitements innovants, aux bons essais cliniques qui pourraient leur être bénéfiques.
Et de l'autre côté, pour l'entreprise pharmaceutique, ça leur permet de rapidement, finalement, réaliser leurs études cliniques et de rapidement tester si oui ou non leur nouveau traitement marche ou pas. Ça, c'est dans la partie idéale, si j'ose dire, des cas, mais vous connaissez mon esprit critique et le fait que je me fasse l'avocat du diable régulièrement dans cette émission. Ça veut dire quoi concrètement? Que demain, ou peut-être si on revenait au moment d'une pandémie telle que celle du Covid, on pourrait trier les patients grâce à l'IA? Oui, tout à fait. Alors, je pense que ce serait un mélange de tri grâce à l'IA et par exemple de aujourd'hui, quand on dit demain, du coup, c'est bientôt, et de validation humaine derrière. C'est vraiment une question de trouver dans l'univers des patients qui sont gérés par le système de santé ceux qui répondent aux critères de sélection d'un essai clinique en particulier. Et donc, c'est vraiment une question de sélection de patients, d'identification des patients candidats et ensuite de validation humaine que bien évidemment, ils correspondent bien aux critères et que l'IA ne s'est pas trompée. Donc ça, clairement, oui, c'est une possibilité. Alors, dans le cadre du Covid, l'IA avait beaucoup été critiquée au moment du Covid pour dire, on parle de l'IA en santé, mais qu'est-ce que l'IA a fait pour le Covid? Oui, on avait l'impression qu'elle n'allait pas assez vite, qu'elle n'aidait pas suffisamment à la recherche, non seulement de traitement, mais aussi de prévention et de vaccins. C'est sûr, ouais. C'est une vraie question. Ça a été vraiment le gros défi de l'IA lié au Covid. C'est qu'aujourd'hui, pour développer un produit, pour développer une solution, il nous faut quand même plusieurs années. C'était aussi le cas, par exemple, des vaccins qui ont été développés pour le Covid. Et forcément, quand on est face à une pandémie qui avance à un rythme galopant, ça met vraiment tout le système de R&D sous pression pour réussir à développer des solutions plus rapidement. Dans le cadre de Hawkin, on avait fait une étude de recherche justement en radiologie pour déterminer s'il y avait des caractéristiques dans les scans des patients qui permettaient de prédire le pronostic des patients atteints de Covid. Et pour le coup, j'avais été impressionnée par la vitesse à laquelle on avait mis en place le projet de recherche, la vitesse à laquelle l'accès à la donnée a été débloqué. Donc, c'était aussi un moment où je me suis dit, finalement, quand on veut, on peut. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Bien sûr, la question, c'est aussi les moyens que le système de santé a pour rendre cette donnée disponible. Donc là, on est dans un contexte où tout avait été dépriorisé et tous les moyens avaient été mis sur rendre cette donnée de patients Covid disponible pour permettre des projets de recherche. Et donc, on a vu que quand finalement on multipliait les moyens, tout était accéléré dans le processus de R&D. Et donc, c'est à la fois prometteur et illustratif de ce qu'on pourrait faire si on mettait beaucoup plus de moyens dans l'accès à la donnée. On l'a déjà un petit peu touché du doigt, mais il est en train de se passer quelque chose avec le rôle du médecin et la relation médecin-patient. D'un côté, on entend peut-être un gain de temps, un temps qui est dégagé par des tâches déléguées à l'IA. Et d'un autre côté, il y a aussi peut-être une question de confiance des patients dans l'arrivée de cette technologie qui prend une part, on le voit, pas uniquement à la gestion de tâches administratives, mais qui prend une part à l'exercice de la profession médicale. C'est quoi le futur de la relation patient-médecin? Comment on arrive à faire atterrir les usages de l'IA dans cette relation en maintenant un niveau de confiance suffisant, nécessaire? La question de la confiance, c'est une super question. Je dirais que le premier acteur à convaincre, c'est le médecin lui-même qui aujourd'hui engage sa responsabilité dans la prise en charge de ses patients. Et donc aujourd'hui, quand on développe des solutions d'IA et qu'on les pousse sur le marché auprès d'utilisateurs médecins, on a un gros travail d'interprétation de l'intelligence artificielle. Donc d'abord, expliquer pourquoi l'intelligence artificielle est en train de faire telle ou telle prédiction, autant que possible. Ça reste des modèles qui travaillent la donnée et pensent la donnée autrement que comme un cerveau humain, et on peut pas forcément les faire parler. Donc c'est vraiment un défi de R&D de réussir à faire sortir de ces modèles d'intelligence artificielle les raisons pour lesquelles un modèle a pris telle ou telle décision. En plus de ça, on travaille aussi avec les médecins pour qu'ils puissent tester et utiliser l'intelligence artificielle dans leur environnement et dans des conditions qui sont autant que possible proches d'une utilisation clinique en routine pour être sûr que l'IA performe dans un hôpital, dans un laboratoire en particulier, comme on pense qu'elle devrait performer. Et ensuite, de lancer des petites, par exemple, études prospectives avec ces médecins
où ils utilisent l'IA d'une part et ils font le diagnostic classique d'autre part. Donc, en gros, c'est vraiment comme j'ai envie de dire bêtement, comme les métros sans conducteur. Pendant longtemps, on avait le conducteur en même temps que finalement le métro tournait tout seul. Donc, c'est vraiment une question de lâcher progressivement sur certaines tâches en créant de la confiance et surtout d'un point de vue ingénierie et qualité, en s'assurant qu'en effet, l'IA est au niveau de qualité attendu. C'est super intéressant ce sujet de confiance. Je voudrais vous faire réagir sur les propos de Peter Lee, qui est une personne qui est un cadre chez Microsoft en charge des sujets d'IA chez Microsoft, qui disait au micro de Reid Hoffman dans un podcast qui s'appelle Possible, qu'on aime beaucoup chez Changement d'époque en cours, qui est un podcast sur les grandes catégories d'usage de l'IA. Peter Lee, dans une vision presque techno-solutionniste très anglo-saxonne, disait en gros, la question demain, ce sera plus est-ce que le patient a confiance dans l'IA, mais ce sera plutôt est-ce que le patient aura encore confiance dans le médecin. Mais Peter Lee fait le pari que demain, le patient demandera si le diagnostic a bien été aidé par l'IA ou validé par l'IA. Et il s'appuie pour défendre cet argument sur des résultats récents de meilleure performance des systèmes d'IA dans différents exercices médicaux, notamment dans le diagnostic, mais pas que. Comment vous voyez ce retournement un peu de la problématique et de la confiance? C'est un peu excessif. Voilà, comment vous sentez ce débat? Je pense que c'est pas forcément excessif. Je pense que c'est forward thinking dans le sens où on n'y est pas du tout encore. Peut-être un jour, en termes de capacité d'analyse de l'ensemble des données qui ont à voir avec un patient, une IA sera plus performante qu'un médecin. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Par contre, le rôle du médecin va bien au-delà. Il y a une question d'accompagnement du patient dans son parcours de santé, une question je pense même de sentir finalement où en est le patient dans sa prise en charge. Donc, au contraire, je pense que il s'agit, moi, je le vois plus comme redonner au médecin le temps de faire son métier bien et le décharger de tout un tas de tâches qui, pour moi, ne sont pas son cœur de métier. Collecter de la donnée sur un patient n'est pas son cœur de métier. Croiser des données de plusieurs bases de données pour les analyser, à mon sens, n'est pas son cœur de métier. Et même dérouler bêtement, comme une machine, entre guillemets, un algorithme de traitement, n'est pas vraiment là où il peut apporter le plus de valeur ajoutée. Donc, je pense que la valeur ajoutée cœur est vraiment dans tout le reste, l'aspect plus humain, l'aspect plus artisanal, finalement, de la médecine. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément des cours de data science à adapter en fac de médecine et que vous allez, vous, en tant que chercheuse, rester sur cette deuxième partie du tandem avec le médecin pour pouvoir aller plus loin en santé avec l'IA. Oui. Après, je pense qu'il y a clairement une question de familiariser les médecins avec les outils digitaux davantage. La vitesse à laquelle les systèmes de santé se sont digitalisés et l'IA s'est développée, pour certains, par exemple, cas d'usage, on pense à tout ce qui est analyse d'images, est vraiment prodigieuse. Et donc, ça pose une vraie question pour les médecins eux-mêmes, pour non seulement adopter des technologies numériques, mais aussi apprendre à utiliser des solutions d'IA en l'espace de quelques années. Donc, on leur demande en l'espace de quelques années de passer d'un système complètement analogique à un système numérique avec des outils d'IA. Donc, c'est vraiment, il y a une question d'accompagnement de ces personnes qui travaillent dans le système de santé, les médecins, mais pas que, leurs équipes techniques aussi, de formation, d'utilisation de ces outils qui est assez important. Gilles Babinet a coutume de dire que le monde va peut-être se diviser en deux parties, celles et ceux qui sauront utiliser l'IA ou les IA au pluriel, et celles et ceux qui ne le sauront pas. Ça veut dire quoi? Que le monde de la santé, ça va être un monde à deux vitesses? Ouais, je dirais pas jusque-là, mais je pense que c'est vraiment un enjeu pour les prochaines générations de médecins. Après, on les voit de plus en plus impliqués dans ces questions-là. Même à Hawkin, on a des médecins qui nous ont rejoints. On a plusieurs médecins dans nos équipes et qui nous ont rejoints en disant je sais que l'IA, c'est l'avenir de ma discipline et donc j'ai envie d'en être et je pense que c'est vraiment là où je peux avoir le plus d'impact.
Un sujet qui est un peu un éléphant dans la pièce dans le système de santé français, c'est la pénurie de médecins et de manière générale de personnel médical. Est-ce qu'on peut attendre de l'IA de venir boucher certains trous, de remplir certains manques? Je pense notamment à des études récentes qui montrent que en mélangeant IA et robotique, on arrive à avoir des interfaces physiques matérielles qui sont dans la chambre d'un patient, qui interagissent avec un patient peut-être un peu plus âgé, qui peuvent répondre à un premier niveau de questions avant qu'un docteur, qu'un être humain entre dans la pièce et prenne le relais de la relation humain-patient. Est-ce que, au-delà de cet exemple du robot conversationnel qui peut répondre aux questions du patient dans la chambre, est-ce que l'IA peut aussi permettre de démultiplier les points de contact nécessaires entre les patients et le besoin de médecine? Je pense que quand on est patient, on n'aime pas être seul, et encore moins face à une machine. Donc, je pense que l'IA peut aider à démultiplier justement les capacités des spécialistes et des experts. Donc, on a une vraie question par exemple, en France, parfois, sur certaines questions, certains cancers rares, certaines sous-spécialités, on a une personne ou deux personnes dans tout le pays qui sont spécialistes de cette question. Donc, ça crée des pressions de charge sur ces personnes-là assez prodigieuses, où parfois, tous les médecins de France vont envoyer leur cas à être relus et réanalysés par ces experts-là pour être sûr qu'ils font le bon diagnostic, parce que, en fait, c'est quelque chose de rare. Donc, pour ces cas d'usage-là, avant tout, il faut absolument démultiplier leurs capacités. Pour tout ce qui est déserts médicaux, permettre à des non-médecins d'accompagner les patients et d'avoir les informations pour les accompagner. De ça à dire qu'on met des patients devant des machines à titre personnel, je pense pas que ce soit la meilleure idée. C'est pas un futur de la médecine que vous souhaitez? Non. Myriam, si je ne m'abuse, Hawkin opère sur plusieurs marchés. L'Europe, évidemment, avec autant de couches et de nuances que de systèmes de santé différents entre les États membres, mais aussi les États-Unis. Est-ce que vous voyez des différences majeures dans la façon dont l'IA devient, finalement, je vais faire du très mauvais franglais, un enabler de santé, un ouvreur de possibilités? Alors, Hawkin vraiment opère à un niveau R&D. Donc, vraiment sur des nouveaux cas d'usage de l'intelligence artificielle pour la découverte, le développement de nouveaux médicaments et pour le diagnostic. Donc, de ce point de vue-là, c'est les mêmes problèmes et les mêmes problématiques dans les deux géographies. Je pense que là où les choses peuvent se différencier, c'est sur tout ce qui est rapidité de validation des outils, donc d'un point de vue réglementaire. Ça va plus vite en Amérique du Nord, c'est un peu ça le message. Vous arrivez à sortir les projets plus rapidement? Non, pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Alors. Pas forcément. La FDA, les autorités américaines sont aussi très exigeantes pour... La Federal Drugs Administration, c'est ça l'équivalent de, en France... L'autorité de santé. La Haute Autorité de Santé? Alors, c'est la Food and Drug Administration qui, à l'échelle de l'Europe, c'est, par exemple, pour tout ce qui est médicaments, c'est l'Agence européenne du médicament, qui sont les autorités qui autorisent la mise sur le marché soit de nouveaux médicaments, soit de dispositifs médicaux. En fait, limite, on est en train de voir un durcissement des deux côtés, en tout cas dans mon domaine de dispositifs médicaux. La raison étant que, en fait, le régulateur est toujours, entre guillemets, à la traîne par rapport à l'innovation. Donc, les innovations vont se développer, vont potentiellement s'engouffrer dans des brèches réglementaires. Au bout d'un moment, le régulateur va voir finalement une vague de nouvelles typologies de produits arriver et va a posteriori dire dorénavant pour ce genre d'outils la réglementation ça sera ça. Et donc en Europe par exemple pour tout ce qui est dispositif médical, on a eu un gros changement en 2022 sur comment finalement valider la mise sur le marché de nouveaux dispositifs médicaux. Il y a eu des articles dans le monde là-dessus et en fait ça a créé un énorme goulot d'étranglement pour les industriels parce qu'en gros ça a imposé non seulement pour tous les dispositifs médicaux qui étaient déjà sur le marché de se refaire valider et aussi pour tous les nouveaux de se faire valider avec un système beaucoup plus exigeant. Tout ça avec des autorités qui valident tout ça, qui n'ont pas été démultipliées du jour au lendemain. Donc en fait, nous par exemple, il y a des dispositifs où on doit se positionner 1 an et demi en avance pour que notre dossier soit analysé par les autorités réglementaires. Donc il y a une question d'agilité
je pense, notamment en Europe, potentiellement par rapport aux États-Unis. Et donc, mais ça, c'est plus sur la question réglementaire, peut-être pas la plus sexy. Il y a une question peut-être d'agilité, de capacité à faire arriver les innovations sur le marché, à transformer les innovations d'IA en traitement, en nouveaux cas d'usage, en outils pour les médecins. Est-ce que ça va plus vite en Europe, plus vite aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des facteurs différents du point de vue qui est le vôtre chez Hawkin, qui opérez dans les deux géographies? Pour l'instant, c'est lent dans les deux. Je pense que là où on a aussi une grosse différence, c'est sur la capacité à prendre en charge ces nouvelles solutions. Parce qu'une entreprise comme Hawkin va développer des solutions. Après, il faut que le système de santé les paye. Et là, se pose une grosse question de qui prend en charge ces outils-là, avec quel budget. Et comme c'est des nouvelles typologies d'outils, il n'y a pas forcément les cadres ou les budgets pour les prendre en charge. Donc, encore une fois, c'est toujours a posteriori que les systèmes de prise en charge de ces outils se mettent en place pour pouvoir suivre les innovations. Il faut trouver la case dans laquelle faire rentrer l'innovation que vous proposez. Et la case, elle n'existe pas toujours. C'est ça, il faut créer la case, en fait. Justement, chercher à la faire rentrer dans une case existante, c'est là où c'est difficile. Il y a eu quelques tournants, par exemple autour de tout ce qui est tests génétiques, qui ont été plus rapides aux États-Unis que, par exemple, en France. Et donc là, sur toutes les questions d'intelligence artificielle, il y a aussi un enjeu pour les autorités de rapidement trouver comment financer ces solutions, parce que au-delà de leur développement, il faut bien sûr qu'ils trouvent leur marché. Et pour ça, quand on parle de santé, en fait, c'est pas le médecin qui va lui-même payer l'outil. En fait, c'est le payeur. Donc, dans le cadre de la France, c'est le payeur public pour la plupart de ces outils. Et demain, ça va être la dernière question de cette émission, mais justement, est-ce que demain, l'IA nous permettra à nous, patients, patientes, d'avoir un diagnostic ultra personnalisé? C'est-à-dire que à partir du moment où je confie mes données à des médecins, à des chercheurs, est-ce que je vais pouvoir avoir l'ensemble de mon parcours de santé, de ma naissance, jusqu'à peut-être un âge un peu plus avancé, et pouvoir avoir de façon assez tracé, assez prédictif, finalement, mon profil en tant que patient et patiente à venir? Oui, je dirais que c'est en effet vers ça qu'on tend, vers, c'est toujours les je sais pas comment ils disent ça, les 4P ou la médecine prédictive, préventive, personnalisée et je sais plus quoi. Il en manque un. Il en manque un. Donc, d'avoir vraiment la capacité de mieux stratifier les patients, de mieux personnaliser leur prise en charge et d'avoir les outils d'analyse de données et d'IA pour permettre ça à l'échelle. Aujourd'hui, la plupart des maux de notre génération sont des maladies très complexes, multifactorielles, où beaucoup de données doivent être analysées pour les comprendre. Et donc, de cette complexité fait que pour pouvoir personnaliser la prise en charge, il faut collecter beaucoup de données sur les patients et il faut pouvoir les processer pour, autant que possible, personnaliser la prise en charge des patients. Demain, la médecine de précision, ce sera avec l'IA. Merci infiniment, Myriam Sefta. Merci à toi, Laurent. Merci à vous deux. Merci. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et il s'annonce exceptionnel. Retrouvez également notre newsletter Filter IA dédiée à l'intelligence artificielle sur la page LinkedIn de Converteo. Si vous voulez nous écrire, c'est par ici, changement@converteo.com. On attend vos commentaires, vos remarques, vos idées de sujets pour les prochains épisodes. Je remercie toute l'équipe de Converteo qui m'aide à préparer ce podcast. Mathilde Millet, Raphaël Fétic, Charles Le Tailleur. Et un très grand merci aux équipes de Magellan qui nous aident à réaliser l'émission. Cécilia Gabizon, Yanis Hachemi, Raphaël Camoun et Gilles Chauvineau. Merci à toutes et tous. On vous retrouve très bientôt. Salut!